voir en vrai de quoi il s'agit. C'est une fontaine monumentale. Le petit personnage qui marche devant donne une idée de la grandeur, hein, qui a été élaborée à Toulon en 1993 par un artiste plasticien important, reconnu internationalement, René Guiffray, et qui était donc sur une des places de Toulon, une place principale de Toulon. En 1995, le Front National a conquis la mairie de Toulon. Et le maire de Toulon, le nouveau maire de Toulon, le maire Front National, donc, le Chevalier, une des premières mesures qu'il a prises à son arrivée au pouvoir dans la ville, ça a été de raser cette fontaine. Elle a été détruite à coups de bulldozer et de matériaux divers, pratiquement dès son arrivée au pouvoir. Alors c'est quelque chose qui peut nous interpeller, justement. Lorsqu'on parle d'extrême droite, on pense habituellement, toujours, tout de suite, à xénophobie, à immigration, à violence, à démagogie, etc., etc. Et ces éléments-là, ils sont constitutifs, effectivement, de l'extrême droite. Pour la violence, il suffit de voir les agressions qu'il y a eu l'an dernier de la part des militants du Front National, clairement même, pour se rendre compte que ça continue, évidemment. Mais ça n'est plus, depuis un demi-siècle, l'élément fondamental de la stratégie des droites extrêmes. Il faut remonter au milieu des années 60, lorsque un théoricien de l'extrême droite, qui s'appelle Dominique Vénère, qui s'est rendu plus connu il y a 4 ans en se suicidant de façon spectaculaire dans la cathédrale de Paris pour éveiller la France, qui d'après lui évidemment s'endormait et n'allait pas dans la bonne direction. Et Dominique Vénère, qui est un théoricien de l'extrême droite et un militant en même temps, constate à cette époque-là, au milieu des années 60, que tout ce qui a été fait par l'extrême droite en termes de conquête du pouvoir politique, justement, ou violent, il a participé, ses proches ont participé pendant l'occupation au régime fasciste, lui-même a été membre de l'OAS, et constate que tout ça, ça a échoué. Et donc si ça a échoué, c'est que la stratégie n'était pas la bonne. Et qu'avant de prendre le pouvoir politique, il faut chercher à changer les mentalités, à modifier profondément la vision du monde de la population. C'est ce qu'il écrit, alors je ne sais pas si c'est lisible du fond de la salle, mais il s'agit de déclencher justement non plus une guerre de conquête politico-militaire, mais une guerre culturelle. Et pour ça, il faut créer de nouvelles organisations. À la base, c'est ce qui est écrit là, une organisation sans hiérarchie. Donc il ne sera pas un parti avec sa hiérarchie verticale, hein, sans délimitation territoriale, mais des membres qui fassent rayonner notre enseignement suivant leur milieu, leurs capacités et leurs affinités. Cela signifie que chaque membre a l'obligation de militer dans une activité civique, sociale, politique ou culturelle qui lui donne une influence sur d'autres zones. Et cette conception a entraîné le développement, à partir de cette époque-là, à côté des politiciens nationaux, représentés par exemple par le Front National du père Le Pen, Jean-Marie Le Pen, hein, qui s'appelle Front National d'ailleurs, pas Front Nationaliste. Hein. À côté de ce courant-là, de l'extrême droite, qui perdure bien sûr, surgissent de nouveaux courants qui se réclament peu ou prou de Dominique Vénère et qui se sont baptisés nationalistes révolutionnaires, justement parce qu'il s'agit de changer fondamentalement la vision du monde et la mentalité de la population, révolution, dans un sens nationaliste.
Et plutôt que l'approche purement politique, qu'ils considèrent comme politicienne et vouée à l'échec, développer ce qu'ils appellent du métapolitique, en s'intéressant justement à tout ce qui peut influencer l'opinion par toutes sortes de moyens, ouvertement ou par des moyens détournés. Comme le disait comme l'écrivait Dominique Vénère, chacun milite là où il est et dans le secteur où il est. Et donc, depuis 50 ans, c'est en termes de stratégie de conquête du pouvoir, c'est ce courant-là qui domine et qui a influencé, malgré des réticences. Jean-Marie Le Pen n'était pas tout à fait sur la longueur d'onde là, mais qui a influencé y compris le Front National. Et j'en reviens à mon point de départ, l'importance attachée à cette guerre culturelle, elle se voit justement dans le fait que les premières mesures que l'extrême droite a prises toutes les fois qu'elle est arrivée au pouvoir localement, en 1995 par exemple, à Toulon, à Orange, à Marignane, à Vitrolles, eh bien, ce sont des mesures qui touchent à la culture. En 1995, par exemple, Bompard, qui est l'actuel dirigeant de la Ligue du Sud et qui est devenu le maire d'Orange, s'en prend aux chorégies, au spectacle des chorégies d'Orange, qu'il essaie d'interdire. Le Chevalier, celui de Toulon, après avoir rasé la fontaine, là, interdit les festivals de danse contemporaine à Toulon. Bompard à Orange, symboliquement, s'intéresse à un local associatif dédié à l'art moderne, qui s'appelle le Hangar. Il le récupère et il le transforme en dépôt de voirie, pour bien marquer les esprits. Donc, et parfois, les mesures sont quelquefois donc très directes. On rase une fontaine, on ferme un local, etc. Ça continue d'ailleurs, 20 ans après cette destruction d'œuvres d'art, 20 ans après Toulon, là, c'est à Hayange où le maire actuel d'Hayange, dans le nord de la France, avait trouvé dans sa ville, quand il est devenu maire, une sculpture qui évoquait la natalité, l'éclosion, etc., en pierre, métal et toutes sortes de matériaux nobles. Il n'a rien trouvé de mieux que, elle ne ressemblait pas à ça à l'origine, il n'a rien trouvé de mieux que de la faire peindre en bleu, au mépris d'ailleurs du droit des auteurs qu'il avait élaboré, de la faire peindre en bleu parce que c'était plus français comme ça, et puis que le bleu c'est une couleur qui plaît bien au Front National, donc tout le monde était content. Chez lui, évidemment. On peut se rappeler aussi, je parlais de l'influence, y compris sur le Front National et sur le père Le Pen, on peut se rappeler aussi qu'en 1984, par exemple, Le Pen se prononçait ouvertement pour la suppression du ministère de la Culture. C'est que c'est la culture même qui est, l'idée même de culture qui est visée dans les extrêmes droites d'une façon générale. Parce qu'ils opposent à la culture la civilisation. Avec cette définition-là, c'est le programme du Front National en 2002, très influencé par les courants méglatistes à ce moment-là encore. La civilisation fait du beau, vous notez la majuscule, l'étalon de toute production de l'esprit et de la main, alors que la culture sacralise la laideur ou le non-sens, voire le régressif ou le sordide. La culture refuse toute idée de beau et toute hiérarchie, avec une idée évidemment de hiérarchie importante dans ces milieux-là. On est donc dans ce domaine-là. Alors, et si on dit un peu plus clair, qu'est-ce qu'ils rejettent dans le domaine culturel? Leur conception de l'art est bien définie. C'est quelque chose qui est très hiérarchisé. Il y a ce qui est beau et ce qui n'est pas. Le beau est étroitement associé à l'extrême droite, au bien et au vrai. Ce qui
ne correspond pas à leurs critères de beauté, c'est pas bien. Donc il y a une condamnation morale en plus. Et c'est pas vrai, il y a une condamnation en termes de vérité également. C'est une vision très moralisante de l'art, justement, d'une façon générale. L'artiste, évidemment, doit obéir à des règles. Encore au programme du FN, la civilisation forme un tout ordonné, produit du beau, du bien et du vrai, c'est ce que j'évoquais à l'instant, dans tous les ordres d'activité humaine. Et puis, un penseur de la nouvelle droite, très extrême comme Kostas Mavrakis, qui explique que des gens intelligents, dont certains sont même sensibles à la peinture, prennent fait et cause pour le prétendu art contemporain et confondent ainsi l'art et le non-art, le beau et le nul, ce qui revient en fait à intervertir le bien et le mal, le vrai et le faux. J'ai toujours été frappé, dit-il, par ce mystère d'iniquité. Serions-nous entrés dans un âge des ténèbres? Et en effet, par conséquent, pour les extrêmes droites d'une façon générale, on est dans une période de décadence, une période de ténèbres. La culture a amené la décadence, alors que la civilisation, elle, était porteuse de vraies valeurs. Actuellement, si on s'intéresse d'un peu près à cet aspect-là chez les extrêmes droites, la question qui est en débat dans l'extrême droite, c'est cette décadence, quand est-ce qu'elle a commencé au niveau de l'art? Est-ce que c'est avec l'art abstrait? C'est la position de Mavrakis, par exemple, que je citais à l'instant. Est-ce que ça a commencé avant? Gollnisch, par exemple, l'ex numéro 2 du Front National, Bruno Gollnisch, pour lui, ça a commencé avec les impressionnistes. Pour d'autres, Michel Marmin, par exemple, un des fondateurs de la Nouvelle Droite, et du GRES, le groupe de recherche pour la civilisation européenne, pour lui, c'est carrément avec la fin de l'esthétique classique, donc ça remonte très loin. Et puis, pour d'autres, Jean-Louis Rouel par exemple, c'est depuis que la photographie existe, la peinture n'a plus de sens parce qu'elle ne cherche plus à donner une image du réel, justement. Alors sur l'art abstrait, j'essaie d'aller vite, je ne veux pas détailler, mais sur l'art abstrait par exemple, ils sont tous d'accord. Hein. Là, tout le monde est d'accord. Tout ce qui n'est pas strictement figuratif, ça n'est pas de l'art. Que ce soit, alors je vous donne quelques exemples rapidement que vous connaissez, que ce soit les colonnes de Buren par exemple, bien connues, alors ça ils mènent des campagnes régulièrement pour faire supprimer ce furoncle au milieu de Paris. Bon. Que ce soit les tableaux de Duchamp, ici le nu descendant l'escalier par exemple, que ce soit même dans ce qui n'est pas figuratif, mais là c'est un extrait de la série des otages de Fautrier, série des otages qui était un hommage aux victimes du nazisme. Pierre Vial, qui est un des principaux tenants des courants nationalistes révolutionnaires extrêmes, il a été exclu par parenthèse du Front National parce qu'il le trouvait vraiment trop extrémiste, c'est vous dire. Va plus loin, lui. L'art abstrait est un iconoclasme, révélateur d'une idéologie sous-jacente, celle du déracinement et du cosmopolitisme. Et donc, pour des gens qui se réclament du nationalisme, évidemment, c'est insupportable. Il s'agit en effet, dit-il, dans et par l'abstrait, de réaliser une déconstruction de la réalité qu'on veut assumer comme telle. En niant la réalité, on entend la faire disparaître car elle est déplaisante, puisque non conforme à l'utopie qui rejette la réalité. Réalité et identité, et ça évoque aussi toutes les problématiques identitaires actuelles. Réalité et identité sont liées, abstraction et utopie aussi, d'où la logique de la terreur, et c'est terreur avec une majuscule, il pense à la terreur de 93, 1793. La vie humaine est réduite à un principe abstrait. Voilà
pourquoi on condamne l'art abstrait. Et que ça peut être très loin. Mais, je vous disais tout à l'heure, y compris les impressionnistes, ben oui, pour Gollnisch, chez les impressionnistes déjà, la peinture s'est exprimée au détriment du dessin, ce qui a provoqué une décadence chez leurs successeurs, les pointillistes, et surtout les cubistes, qui ont renoncé à la forme. C'est comme ça qu'on finit aux escroqueries du genre carré blanc sur fond blanc, et pense au célèbre tableau de Malevich, par exemple. Et donc, eh ben, deux exemples rapides aussi, tableau de Monet, par exemple, hein, bien connu, autre tableau de Monet, La jeune fille à l'ombrelle, par exemple, ben ça, c'est pas de l'art non plus. Et donc, tout l'art moderne et contemporain est évidemment considéré comme anti-artistique et, évidemment, anti-national aussi. Les deux étant étroitement liés. Par exemple, un de leurs chevaux de bataille, c'est, vous avez reconnu Beaubourg, le centre Beaubourg, le centre Pompidou. Pour Bernard Antony, qui est le chef de file des catholiques traditionalistes, Beaubourg, je cite, est une déjection, un monstrueux amoncellement de tuyaux pour conduire de la merde. D'ailleurs, c'est intéressant de constater que là, on parle des fois des clivages entre la droite et l'extrême droite, et il y a certains secteurs où des fois la distinction est pas facile à faire. Là, il y a une distinction quand même assez nette sur ce terrain-là. Parce que c'est la droite qui a bâti Beaubourg. Et c'est donc l'extrême droite qui le condamne et a mené campagne sur campagne pour le faire, pour empêcher sa construction à l'époque et puis pour le faire fermer ensuite. J'ai parlé des arts plastiques parce que c'est le plus visible justement, évidemment. Mais les autres arts subissent la même distinction, hein, d'ailleurs. La musique, par exemple, le rap est une incitation à la guerre civile, et pas de l'art, et pas de la musique. La danse, eh bien, je vous ai dit tout à l'heure, il était question à Toulon, on a interdit la danse contemporaine. C'est de nouveau, ça récidive avec Ravi à Marseille, actuellement le maire de 2 arrondissements de Marseille, le maire Front National, qui a remplacé toutes les prestations de danse contemporaine par de la danse folklorique. Parce que ça, c'est enraciné, la danse folklorique. Alors que la danse contemporaine, c'est du cosmopolitisme, c'est du rien, c'est de non-art. Sur la littérature, d'ailleurs, il n'y a pas grand-chose sur la littérature, mais je ne pouvais pas m'empêcher de vous mentionner cette citation de Le Pen, qui est déjà ancienne d'ailleurs, hein, 78. Comment s'étonner du délabrement intellectuel de l'université quand on apprend que l'écrivain le plus lu en 1978 dans nos lycées, comme d'ailleurs dans les classes de français des lycées soviétiques, vous voyez l'amalgame, et tenez-vous bien, Émile Zola. Émile Zola, qui amène au délabrement intellectuel de ceux qui le lisent. Alors voilà ce qu'ils ne veulent pas, donc. Et qu'est-ce qu'ils veulent alors? C'est-à-dire quelle est leur esthétique, leur façon de voir, d'entendre, de sentir le monde, et puis de le faire voir, entendre, sentir aux autres, évidemment, puisque leur objectif, leur stratégie, c'est d'essayer de changer les mentalités et de faire adhérer tout le monde à cette vision du monde. Là, en simplifiant au maximum, hein, parce que d'abord sinon on pourrait y passer la nuit, les 3 dimensions principales apparaissent dans ce domaine-là pour ce que les extrêmes droites, d'une façon générale, veulent nous faire concevoir du monde. L'enracinement. Déjà, c'est pas très nouveau d'ailleurs. Au début du XXe siècle, des gens comme Maurice Denis ou Barrès s'en prenaient aux artistes métèques. Hein, bon. Et puis, l'enracinement,
qui se manifeste, par exemple ici, dans la première image que j'avais montrée tout à l'heure, la fontaine monumentale de Toulon. Il l'a faite raser parce que c'était un signe de cosmopolitisme, et à la place il a fait planter un olivier. Parce que à Toulon, la Provence, ben, l'olivier, ça s'est enraciné, au sens propre et au sens figuré. Enracinement d'ailleurs qui fait rejeter, qui ramène indirectement à toute forme de xénophobie, par exemple. Et ça peut aller très loin. Henri de Lesquen, qui est le dirigeant de Radio Courtoisie, considère que, je cite là aussi, Marine Le Pen est une fille de gauche parce qu'elle va écouter en boîte de la musique de nègre. Voilà. Ça donne une idée du niveau de réflexion et de culte de cet enracinement. La deuxième dimension, c'est la prééminence de tout ce qui est mythe, des mythes, d'une façon générale. En 1987, Bruno Maigret appelait déjà, pour en finir avec le génocide culturel, puisque la culture est génocidaire pour eux, à retrouver tous les mythes et les héros de notre civilisation. Alors il cite le Cid, Arthur, le roi Arthur, la Loreley, Jeanne d'Arc, bien sûr, Mélusine et tant d'autres. Michel Marmin, le dirigeant du Grèce que j'évoquais tout à l'heure, a annoncé quelques années après, dans la même période, le roi Arthur va bientôt revenir. Ça ne veut pas dire qu'il y croyait physiquement, mais ça veut dire qu'en termes d'image, il faut privilégier tout ce qui est justement mythique. Pourquoi? Parce que c'est exaltant. D'où le culte, en même temps, par exemple, de Jeanne d'Arc, au Front National et d'une façon générale dans la plupart de l'extrême droite. La vraie Jeanne d'Arc, ils s'en foutent. C'est pas le personnage historique de Jeanne d'Arc qui les intéresse, tellement, mais c'est ça. Cette image, c'est celle des pyramides à Paris, celle qui sert de point de ralliement pour les défilés du Front National le 1er mai. Pourquoi celle-ci? Il y en a plein d'autres à Paris, des statues de Jeanne d'Arc. Pourquoi avoir choisi celle-ci? D'abord parce qu'elle est dorée. Parce qu'elle tient un oriflamme, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les défilés de l'extrême droite pratiquement, plutôt que des drapeaux rectangulaires carrés, ils ont des oriflammes. Et puis parce que c'est la plus haute, et que pour la voir, elle est obligée de lever la tête. Et qu'il y a donc une exaltation au sens propre, au sens étymologique de monter vers le haut. Il faut exalter les gens. Parce que tout ce qui est rationnel, tout ce qui est... ça n'amène pas les vraies valeurs. L'exaltation, elle, on la regarde, même le cheval lève une patte, c'est-à-dire qu'il a un puissant d'élan, il y a un élan vers le ciel, en même temps. Ce type de recours au mythe, d'ailleurs, qui leur fait adorer tout ce qui est celte, germain, etc., hein, les légendes. D'ailleurs, par exemple, il y a eu, il y a quelques années, un succès énorme de tout ce qui concernait les légendes arthuriennes, le roi Arthur. Il faut quand même savoir que 80% de ces productions-là venaient de l'extrême droite. Même si ça ne se voyait pas forcément dans les films ou dans les bandes dessinées, etc. Et puis, pensez par exemple, pour revenir à Clermont et à l'actualité, le bastion social, quand il s'est implanté, c'est à travers une association écran qu'ils ont appelée Arvernis, en souvenir des Arvernes. Bien sûr, on retrouve toujours cet aspect de goût pour le mythique. C'est que, d'une certaine façon, la pensée de ces extrêmes droites est une pensée sans présent. Le présent ne les intéresse pas vraiment. Soit on cherche à revenir au passé, soit on exalte un futur mythifié, hein, lui aussi.
Pensez aux promesses dans un autre domaine, il ne faut pas faire d'amalgame, hein, mais pensez au Reich de Milan que prophétisait Hitler, par exemple. Ce n'est pas le présent qui les intéresse, c'est le passé, en ce qu'il a pu mieux correspondre à certaines de leurs valeurs, au moins dans leur imagination, et puis un futur mythique. Un futur exalté. D'ailleurs, au niveau de l'art, le groupe d'artistes qui, dans les années 1920, s'appelait les futuristes, avec Marinetti par exemple, en grande partie rejoindra, c'est le cas de leur leader Marinetti, rejoindra Mussolini et le fascisme après, parce que justement, cette aspiration vers le futur leur va bien. Donc, des mythes pour le passé, une aspiration à un futur, une exaltation. Et donc, on retrouve ça également, par exemple, dans toutes les cérémonies avec épée, flambeau, etc. Quand le Front National formait ces jeunes du Front National des jeunes du FNJ dans les années 80, eh ben, ils défilaient avec des épées, des oriflammes. On retrouve ça, tous les signes d'exaltation également, par exemple, dans le choix. Je vous parlais tout à l'heure du rejet, d'une certaine façon, des drapeaux rectangulaires. Là, le drapeau du Front National, c'est une flamme, c'est pas un drapeau rectangulaire, bleu, blanc, rouge, etc. Et puis, le nouveau logo de Marine Le Pen, ben, c'est encore plus net. On est en pleine contre-plongée, là. C'est-à-dire qu'on le voit d'en bas, et il faut lever la tête parce que la flamme nous y invite, encore plus étirée vers le haut qu'elle était dans le logo précédent. Et puis, la figure même de Marine Le Pen, elle ne regarde pas en face non plus. Elle regarde vers le haut. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle attire. La contre-plongée est une constante de toute l'iconographie d'extrême droite. D'ailleurs, c'est ce qui explique également, je reviens à Jeanne d'Arc, les mises en scène du 1er mai. Ben, vous voyez, la foule est en bas, on ne la voit même pas sur la photo, tellement elle est en bas. Et puis, ça monte progressivement. Vous avez le premier cercle, et puis vous avez Marine Le Pen, si on lève un peu la tête, et puis si on lève encore plus la tête, on a Jeanne d'Arc, et puis si on lève encore plus la tête, on a l'étendard qui part dans le ciel. Donc on a toute cette logique-là, qui rappelle d'ailleurs, c'est pas tout à fait, le goût pour les statues mussoliniennes, c'est à Rome par exemple, vous voyez les petits personnages qui sont là au pied des statues, vous donnent l'idée de la dimension. Ben, ces statues, elles auraient pu être posées sur le sol. Elles sont posées sur des socles déjà qui ont presque 2 mètres de haut, hein, de façon à ce que, encore une fois, on soit toujours obligé de regarder plus haut. C'est tout ça qui commande en quelque sorte la façon de voir qu'ont l'extrême droite, de façon de faire voir, de faire entendre, de faire sentir le monde. Exalté, fasciné, au sens propre, hein, comme fascination par rapport au serpent, hein, on doit fasciner la population. Et ça explique tout de suite le changement de stratégie en même temps. C'est lié à cette conception du monde. Quand on fait des meetings politiques, c'est pas toujours franchement fascinant. Quand on met en scène des spectacles, les défilés au flambeau, les manifestations devant la statue de Jeanne d'Arc, etc., quand on met en scène ce type de spectacle, ça devient déjà plus fascinant. Et ça n'amène pas forcément à la réflexion, mais la réflexion, c'est pas la raison, c'est pas ce qui intéresse ces courants d'extrême droite.
Il faut attirer les foules en les pénétrant indirectement, discrètement, comme ça, une espèce d'enthousiasme au sens étymologique, là aussi, au sens de possession. Il faut qu'ils soient possédés par cette aspiration à dire « Ah ben oui, c'est bien, c'est beau, c'est vrai. » C'est beau, donc c'est bien, et puis c'est vrai aussi. Et peu importe le discours qu'il y a derrière, on s'en fiche du discours, puisque de toute façon il représente la vérité. Ce qui peut expliquer aussi les changements de programme assez fréquents dans la plupart, soit du Front National, soit des groupuscules qui entourent. Alors, ensuite, pour ne pas être trop long, j'essaie de passer plus vite. Comment s'y prendre, de façon extrême droite, pour répandre cette conception du monde dans la population? Longtemps, il y a eu les moyens traditionnels, c'est-à-dire les livres, les revues, les conférences, etc. Les revues d'histoire, par exemple. Jean Babir, avec la revue Heimdall. Dominique Vénère, dont je parlais au début, qui, en 1991, crée une revue qui s'appelle Enquête sur l'histoire. En 2002, il récidive avec le responsable des encyclopédies historiques des éditions Atlas, d'ailleurs, en créant la nouvelle revue d'histoire. Dans ces années-là, là aussi, plus de la moitié des revues d'histoire qui paraissent sont patronnées soit directement, soit en sous-main par l'extrême droite. Parce que, là aussi, c'est une façon de s'adresser au public et de leur montrer déjà des images, des belles revues glacées, etc. Et de faire passer quelques idées en même temps. La musique, on essaie aussi. Fabrice Robert, qui était à l'époque le dirigeant du groupe Unité Radicale. Unité Radicale, c'est ce groupuscule dont un des membres a commis un attentat contre Chirac il y a quelques années, qu'il a raté. Fabrice Robert, donc, écrivait il y a quelques années « Nous avons conscience que l'on gagne plus de sympathisants avec un CD de musique qu'avec un journal, et avec une chanson ou une BD qu'avec un tract. Ainsi, notre combat culturel se mène au niveau des labels de disques, de l'édition de bandes dessinées, de la promotion de groupes musicaux. » Là aussi, on ne tient pas un discours politique, on fait de la musique. Ou on diffuse des bandes dessinées. D'ailleurs, pour revenir à l'actualité locale, le bastion social dont on a beaucoup parlé l'an dernier, ses principaux meneurs sont membres d'un groupe musical qui s'appelle Peste Noire. Voilà, et qui organise des concerts. Ils en ont encore organisé un du côté de Lyon la semaine dernière. Donc, la musique par exemple. Et puis, tout ça encore, ça ne suffisait pas forcément, parce que les CD, il faut les acheter, les livres, il faut les lire, tout le monde ne va pas lire des livres, on ne touche pas suffisamment de public. Et il y a un changement là important qui intervient et qui n'est pas forcément lié à l'extrême droite, lui, changement dans la société, c'est la création d'Internet et des réseaux sociaux. Parce que là, à partir du moment où ça existe, et où l'extrême droite s'en empare, on n'a plus besoin de sortir pour aller assister à un concert ou d'acheter un livre ou de lire un tract, etc. Il suffit de cliquer sur son portable ou sur son smartphone et puis on a accès à une foule d'informations et où l'extrême droite a pris dès le début sa place. Même le Front National, qui n'était pas le plus orienté vers ce type de démarche-là, ça fait au moins 15 ans qu'il a
était un des premiers à constituer des petits groupes de trolls spécialisés dans l'intervention, y compris payés, hein, pour intervenir systématiquement sur les réseaux sociaux. Quelques précisions là aussi dans ce domaine-là, pour donner une idée de l'importance que ça a pu prendre et de la facilité que ça offre aux extrêmes droites pour leur propagande. En 2007, il y a 12 ans donc, les blogs d'extrême droite représentaient seulement à peine 4% des blogs politiques sur Internet. 4 ans plus tard, ils en étaient à 12%. Actuellement, ils doivent avoir dépassé les 20%. Au point qu'on baptise cet ensemble-là la fachosphère. Hein. On a créé même un néologisme pour désigner cette inflation de sites, de blogs, etc. En 2011, un site spécialisé dressait une cartographie de 377 sites et blogs qui sont situés à la droite de la droite, donc à l'extrême droite. Et certains connaissent une fréquentation, c'est là que ça devient très intéressant aussi, c'est que les revues, les journaux d'extrême droite, Minute, Rivarol, etc., quand ils atteignent quelques milliers d'exemplaires, c'est vraiment un exploit et ça ne dure pas longtemps. Un blog d'extrême droite, comme pour prendre un exemple, François de Souche par exemple, reçoit plusieurs dizaines de milliers de visites par jour. Donc c'est incomparable l'impact et la puissance que ça leur donne de diffusion d'idées. Alors, diffuser des idées, et puis aussi, encore une fois, pas forcément, il ne s'agit pas de diffuser des programmes politiques par ces moyens-là, mais d'intervenir sur les réseaux sociaux en diffusant tout ce qui peut aller, tout ce qui peut susciter le doute, l'émotion. Je vous parlais tout à l'heure d'enthousiasme au sens de possession. Ben oui, il faut amener les gens non pas à se poser des vraies questions, à réfléchir, mais les séduire. Il ne s'agit pas de convaincre, il s'agit de séduire. Convaincre, ça porte sur la réflexion, ça amène à réfléchir. Séduire, c'est attirer. Alors, attirer, tous les moyens sont bons. Et en particulier, on parle beaucoup de fake news en ce moment, c'est-à-dire de fausses informations, ben ça pullule. Et certains s'en sont fait quasiment, certains sites s'en sont fait une spécialité pratiquement, de répandre des rumeurs. Alors vous allez me dire, mais pourquoi, quel rapport avec l'art, avec l'exaltation? C'est la même logique. Il faut empêcher les gens de se poser des questions, de réfléchir. Parce que s'ils réfléchissent trop, ils vont ne serait-ce que poser des questions sur les programmes politiques des différents groupes d'extrême droite. Et souvent, on sait que c'est quand même assez léger, très souvent. Et puis, en même temps, il faut séduire parce que il faut attirer les gens sans leur donner l'impression qu'on fait de la propagande, justement. Donc on va jouer sur quoi? Soit sur des rumeurs, sur des fausses nouvelles, etc. Il y a 4 ans, lorsque un site lance l'idée de retrait des enfants de l'école, journée de retrait de l'école. Pourquoi? Parce qu'il y a une théorie du genre qui arrive, et on ne sait pas ce que c'est la théorie du genre. Et ça inquiète. Genre, ça inquiète que ceux qui ne veulent pas se renseigner, évidemment. Mais il ne faut surtout pas qu'ils se renseignent, parce qu'ils se rendraient compte que c'est une recherche scientifique menée par des universitaires, et puis qu'il n'y a vraiment rien de très inquiétant là-dedans. Mais quand plusieurs sites successivement, dans la même semaine, annoncent que, vous voyez bien, avec la théorie du genre, il ne va plus y avoir de distinction entre hommes et femmes, donc à l'école entre petits garçons et petites filles. Et puis, on va
leur apprendre le sexe à l'école. Et puis, on va leur donner des cours de masturbation. Je n'invente pas, c'est réellement paru sur des sites et des blogs à cette époque-là. Ben, qu'est-ce que ça provoque chez un certain nombre de personnes? Ben, déjà de l'angoisse, de l'inquiétude, de la peur, qu'est-ce qui se passe? Et quand on leur dit, vous voyez bien, grâce à nous, vous savez enfin, d'ailleurs, vous voyez bien, la ministre de l'Éducation nationale, elle a sorti un texte, les ABCD de l'éducation, qui veulent expliquer justement, lutter contre les inégalités entre garçons et filles, entre hommes et femmes. Et ben, vous voyez bien qu'elle est complice là aussi, c'est tel quel. On parle de complicité parce que eh ben, ça veut dire que pendant quelques semaines, il y a des tas de gens qui ont retiré leurs enfants de l'école parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils étaient inquiets, parce qu'ils soupçonnaient des choses, ils ne savaient pas bien quoi, mais ils soupçonnaient des choses. Et sur les réseaux sociaux, on lisait, mais enfin quand je lis ça, j'ai peur pour nos enfants, bientôt ils vont leur fournir des préservatifs à la maternelle, et puis bientôt on va légaliser la pédophilie, et à chaque fois, vous avez des gens qui innocemment réagissent comme ça parce qu'ils n'ont pas bien réfléchi, ou ils ont peur, ou ils sont... Et puis vous avez les fameux spécialistes de la communication cybernétique, les fameux trolls que j'évoquais tout à l'heure, qui en rajoutent une couche systématiquement et qui interviennent. Ce sont des centaines de personnes qui sont payées pour intervenir sur les réseaux sociaux dans ces sens-là. Alors, pas pour défendre le programme, encore une fois, mais pour intervenir comme ça, faire peur, ajouter des idées déformées. On veut parler, par exemple, un des dadas de l'extrême droite, tout ce qui touche aux immigrés ou aux Roms, etc. Bon, mais on ne veut pas apparaître comme défenseur d'un programme raciste. Donc, je prends un exemple tout simple pour faire comprendre. Il y a quelque part en France, il y a quelques mois, un campement de Roms qui est évacué, et le tribunal, pour une fois, condamne l'État à les reloger sous peine d'une astreinte de 75 € par jour s'il ne les reloge pas. Qu'est-ce que ça donne sur les réseaux sociaux dirigés en sous-main par l'extrême droite? Ça donne scandale. Un Rom vivant en France touche 75 € net par jour sans travailler. Et évidemment, vous imaginez l'effet que ça produit. Quand c'est un site qui le reproduit, qui le dit, bon, on passe. On n'a pas forcément accès à ce site-là. Mais quand ça se reproduit et que de site en site, la logique de réseau, ce que disait Dominique Vénère il y a 55 ans, il ne faut pas un parti avec un programme, etc. Il faut une logique de réseau, horizontale, où chacun agit dans son coin. Et que vous avez 10, 15 sites qui répercutent cette même information, chacun à sa façon, en la déformant. Ben finalement, ça devient presque une vérité, là aussi. Donc vous avez tout ce... bon, je passe sur plein de détails de ce type-là, plus tout ce qui est complotisme, là aussi. On joue sur quoi? Ben, encore une fois, sur l'émotion, sur le sentiment. On ne joue jamais sur la raison et la réflexion, on joue sur le sentiment et la réflexion. Qu'est-ce qui peut faire réagir les gens, par exemple? Eh ben, la pédophilie. Eh bien, vous avez un groupe de rap, Escrow, qui publie sur YouTube une vidéo, alors sur un fond qui montre un défilement d'images violentes, racoleuses d'enfants.
mélangé avec des captures d'écran de personnalité que ce groupe accuse de pédophilie, et qui chante quoi, qui dit quoi comme parole, eh bien, qui s'élève contre les réseaux francs-maçons criminels, contre leurs pratiques satanistes, contre le viol des bébés, contre l'organisation de sacrifices d'enfants et la complicité des médias et des institutions. À sa parution en 2014, sur YouTube, ça a été vu en une semaine 50 000 fois. Et on voit là, alors si on cherche un petit peu, je l'ai fait, ce sera dans mon prochain livre, qui est derrière ça? Pourquoi un groupe de rap alors que l'extrême droite déteste le rap? Ben parce que il faut s'adresser à tous les publics, il faut tromper son monde aussi. Il ne faut pas faire le difficile, il faut y aller discrètement. Ben évidemment, c'est toujours les mêmes qui sont derrière, hein, c'est toujours les mêmes groupuscules et les mêmes réseaux. Alors, j'arrête là sur ces exemples-là, mais pour montrer une évolution inquiétante en même temps de cette emprise culturelle, justement, des extrêmes droites sur la société dans son ensemble. Dans tout ce qui précède, dans tout ce que j'ai dit jusqu'ici, il n'a jamais été question de politique, de doctrine, de programme, etc. Parce que d'une certaine façon, ils n'en ont plus besoin. Ce dont il s'agit, c'est d'installer une vision du monde en jouant sur des affects, sur des émotions, sur des enthousiasmes, sur des peurs, sur des angoisses, en manipulant. Mais il ne s'agit pas de convaincre en faisant appel à la raison ou au raisonnement, il s'agit encore une fois de séduire. Et pour terminer, même si encore une fois il ne faut pas faire d'amalgame parce que le nazisme est quelque chose de à part dans l'histoire de l'extrême droite, mais on peut quand même que rappeler la consigne d'Hitler dans Mein Kampf qui disait « L'art de la propagande doit toujours faire appel au sentiment et très peu à la raison ». Voilà, je conclurai là-dessus, je vous remercie.